monde était au courant que j'allais au front pour l'émission et pour l'animateur. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on est le 10 septembre et le 10 septembre, normalement, c'était le mouvement Bloquez tout. Je sais même pas pourquoi je dis c'était. C'est, puisqu'on est le 10 septembre. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, c'était assez tranquille. Mais ici, il n'y a pas de mouvement bloquons tout. Ici, on est là pour vous faire passer un bon moment et on va tout faire pour y arriver dans cette vidéo. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je sortis la première partie sur Hakim Ben Othman, une personne qui en ce moment envahit les réseaux sociaux. Une vidéo qui a pas mal fait réagir, je suis assez content de ça, j'ai reçu beaucoup de messages privés, je vous en remercie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, moi j'en se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Récemment dans Legend, Guillaume Play a reçu un franc-maçon et quand on lui a posé la question, est-ce qu'il y a un homme politique français connu qui était franc-maçon? Cette personne de la franc-maçonnerie nous a appris que Jean-Luc Mélenchon était franc-maçon. Alors, il n'a pas dit s'il l'est toujours, mais en tout cas, il l'a été. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un grand homme politique français qui a été ou qui est franc-maçon, qui est connu et qui l'a dit? Alors, qui l'a dit, oui, il y en a un, c'est Mélenchon. Voilà, c'est le seul qui s'est dévoilé publiquement, à ma connaissance, dans les hommes politiques français. C'est-à-dire qu'il l'a dit de lui-même? Ouais. C'est officiel? Il a dit, il l'a écrit dans un livre public, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci à dire, on va dire que... Oui, tu ne trahis pas de secret. Non, on ne trahit pas secret, non. Est-ce que toi, tu as déjà vu un homme politique, je ne sais pas comment ça se passe, tu sais, vos réunions, est-ce que, à un moment donné, on t'enlève un bandeau et tu découvres les gens de ta loge? Non. Ça m'est pas arrivé. J'ai déjà vu des hommes politiques, oui, ça peut arriver, qui étaient connus dans leur région, on va dire. Mais voilà, il faut pas se faire d'idées. Tu sais, les hommes politiques, même ceux qui... parce qu'il peut y en avoir quelques-uns qui ont été initiés, la franc-maçonnerie, voilà, ça demande beaucoup de temps. Et généralement, aujourd'hui, les hommes politiques ils ont on va dire, une quantité de gestion qui est tellement énorme que souvent, voilà, ils n'ont juste pas le temps de venir en loge. Un Vladimir Poutine, un Donald Trump? Alors, je ne pense pas que ni Vladimir ni Donald Trump soient francs-maçons, là, pour le coup. La Russie a laissé la franc-maçonnerie, mais encore une fois, sur surveillance. Vladimir, il a un petit peu le réflexe napoléonien. Je suis allé vérifier et effectivement, pendant des années, Jean-Luc Mélenchon a refusé de s'exprimer à ce sujet, mais en 2012... il l'a dit dans un livre, il a avoué faire partie du Grand Orient de France. Parlons maintenant de ce policier qui faisait partie de la brigade des mineurs à Marseille. Il vient d'être condamné à 15 ans de réclusion criminelle après le viol de 2 enfants philippins. Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Il vient d'être condamné pour le viol de 2 enfants et la détention d'images pédopornographiques. Après des mois d'enquête, la justice révèle le parcours d'un dangereux pédocriminel. Les premiers soupçons commencent fin 2020. Sa hiérarchie découvre des SMS tendancieux envoyés par Julien P. à un adolescent. Il venait de déposer plainte au commissariat. Le comportement de Julien P. vis-à-vis des adolescents alerte ses collègues, comme nous le révèle l'un d'entre eux. Il avait des attitudes en fait qui respectent pas trop les codes d'un homme avec un enfant. Voilà, il pouvait appeler des victimes mon loulou. Quand on arrivait dans le bureau, il pouvait se mettre à leur hauteur et voilà, mettre la main dans le dos. Après, on pouvait penser que c'était de l'affection, mais toutes ces attitudes-là, c'est pas énormément de monde qui les avait, quoi. Malgré ces alertes, la hiérarchie de Julien P. préfère garder le secret pendant des mois. Incompréhensible pour ce policier. Pour moi, après, dans l'idéal, un chef de service ne doit même pas se poser la question. Il a un effectif ou il a un soupçon, et ben on le lève en fait. Et il y a des services compétents pour ça. Ça n'a pas été fait. Ou trop tard. Très très tard. 8 mois après, le parquet de Marseille finit par ouvrir une enquête. L'appartement de Julien P. est alors perquisitionné. Des milliers de photos et vidéos pédopornographiques sont retrouvées. Julien avait une addiction à la fois à l'alcool, mais également à la consultation de contenu pédopornographique. Il a expliqué à la cour criminelle que oui, il avait une attirance sexuelle pour les mineurs. Depuis des années, Julien P. aura tout fait pour se rapprocher d'enfants. Parallèlement manipulateur cynique,
Il préside une association qui intervient aux Philippines auprès de jeunes défavorisés. Grâce au récit d'un viol retrouvé dans son téléphone, les enquêteurs parviennent à retrouver 2 victimes à Manille, 2 garçons de 11 et 15 ans. Ils ont pu témoigner au procès, à distance, depuis les Philippines. On leur a demandé effectivement de leur prodiguer des divers actes sexuels contre de l'argent et voilà, ils étaient dans un état de nécessité. Durant son procès, Julien P. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Après avoir purgé sa peine, il aura l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en présence de mineurs. Si Juan Branco se retrouve face à Cyril Hanouna ou Jordan Bardella en débat au présidentiel, qu'est-ce qu'il se passerait selon vous? En tout cas, Juan Branco a une idée très précise. Si Cyril Hanouna se présente à la présidence face à vous, on va le faire bégayer. Vous croyez vraiment dans la possibilité, mais je parle de Hanouna, mais Bardella est quasiment au même niveau. Au moins Hanouna, il a eu un métier, vous voyez. Enfin, donc, si un débat avec l'un d'entre eux, je peux vous dire que ça va faire très très mal très vite. C'est des gens qui faire mal. Parce que c'est des gens qui sont potentiellement nocifs pour la société. Enfin, c'est des gens qui sont en train de jouer. En fait, c'est des gens qui considèrent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la société du spectacle, une sorte de supercouche, qui est l'espace médiatique, politique, nanana, où on peut jouer. Et l'effet sur le réel, sur les gens qui peuvent plus soigner, ainsi de suite. C'est des instruments. Vous voyez, on va puiser, on revient, on raconte une histoire. Non. Il y a un moment donné, le politique, c'est du concret, c'est des corps qui sont affectés, c'est des vies entières qui peuvent être brisées. Et Cyril Hanouna qui pense que c'est comme ces émissions de télévision, il faut qu'il comprenne qu'on est sur du sérieux. On parle quand même, vous savez, avant de me prendre une intimidation un peu stupide, policière, il y a quelques mois, on venait de lancer cette idée de candidature, qui a quand même fait, sauf erreur de ma part, 6 millions de vues sur Twitter et compagnie, donc l'équivalent d'un 20h. D'ailleurs, en parlant de Cyril Hanouna, il y a une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui a fait une interview, c'est Nora Malagré, elle a reparlé du rôle qu'elle avait avant, du mauvais rôle qu'elle avait. Elle a aussi rappelé à quel point la télévision, ça l'a détruite. C'est pas Hanouna qui se tapait les foudres, c'est moi en particulier. Moi j'étais payée pour ça. Non, je te le dis, mes amis me le disent, je ne sais pas comment j'ai tenu. Tout le monde était au courant que c'était un rôle que je tenais. Tout le monde était au courant que j'allais au front pour l'émission et pour l'animateur. Ça nous est tout arrivé de se faire agresser sur des plateaux, en dehors, malmener, etc. Et les jeunes filles, justement, aujourd'hui, qui me parlent sur les réseaux sociaux et qui me disent « Oh, j'aimerais faire de la télé », je leur dis « Mais s'il vous plaît, surtout pas ». Mais ça m'a détruit beaucoup. La télé m'a beaucoup détruit, beaucoup. On va faire un petit moment réseau, un petit passage réseau. Donc, on va parler du frère de Sebi Dadi, on va parler de l'ex-compagne de Ramous et sœur de Mehdi, on va parler de Poupette Kenza. Alors, on va commencer donc par le frère de Sebi Dadi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne ne fait confiance à Sebi Dadi. On est d'accord. Bien, figurez-vous que même son propre frère lui fait pas confiance. Bah, tu fais pas confiance à ton frère? Non, parce qu'il dit que c'est pour l'héritage, machin, truc, mais il faut savoir que Carla a fait son argent. J'ai l'impression que mon frère, il est contre notre relation, il est contre le bébé, il est seulement venu voir le bébé 2 fois. Quand vous avez annoncé du coup que vous attendiez un enfant, ton frère, donc Sebi Dadi, l'a hyper mal pris. Il a même cru que c'était de l'intelligence artificielle au départ. Bah, il m'en voulait de pas lui avoir dit. Bah, déjà, nous, on voulait pas le dire parce que jusqu'à 3 mois de grossesse, le bébé, tu peux le perdre. Et ensuite, je l'ai dit directement sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas le dire à Seb parce que je lui fais pas confiance. En fait, on avait trop peur de... Et on s'est dit, si on lui dit, genre, pas avoir la certitude qu'il va le garder pour lui, genre comme un frère normal. On avait trop peur qu'il annonce avant nous sur les réseaux. Putain, mais je pensais que vous étiez ultra proches. On est ultra proches, mais la relation avec Carla, ça a fait que ça se passe pas hyper bien. Il t'a clashé en disant qu'en gros, bravo, t'avais bien joué ton coup, que t'étais quoi, une vicieuse. Une nicheto et que j'étais là pour l'héritage et tout, mais... Et que t'étais là pour l'héritage. À quoi t'as répondu merci, à moi les millions. Ouais, voilà, mais alors c'est rigolé, c'est vraiment pour rentrer dans son jeu. Parce que déjà, c'est parce que j'ai un bébé que je vais toucher son argent. Alors c'est quoi ces histoires d'argent? Parce que genre vos parents sont vraiment millionnaires? Mon père a beaucoup d'argent, mais par contre c'est un mec qui me donne pas d'argent à moi, tu vois. Il fait son truc, il a travaillé pour. Simplement et tout. Et il vit très simplement, Donc non. C'est des conneries et il le sait. Je pense qu'il veut juste me faire chier. Ou peut-être qu'il est jaloux, tu vois. Peut-être que lui, il se dit merde, j'ai 32 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de copine. Et mon frère, il a 5 ans de moins que moi et il est en train de fonder une famille, tu vois. Mélissa Bassit, qui est donc l'ex de Ramous, mais surtout la sœur de Mehdi Bassit, a confirmé en live que son frère, avant de partir, a bien laissé une lettre pour expliquer pourquoi il fait ça et qui est coupable. Il y a des questions, vous comprendrez que je ne peux pas répondre. Est-ce que quelqu'un aurait la vérité? Oui, Mehdi l'a laissé la vérité.
Mehdi l'a laissé. On la saura quand, la vérité? Bientôt, j'espère. Bientôt. Je peux rien dire de plus. Je peux rien dire de plus. Vraiment, tout ce qu'on veut, c'est que la signature, elle augmente à fond. Elle augmente à fond. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas longtemps, Poupette Kenza avait fait une vidéo pour dire qu'elle s'était soignée de son addiction aux réseaux sociaux. Sauf que je crois pas que ce soit le cas. Si c'est vraiment le cas, pourquoi elle poste des vidéos d'elle en plein cours? En fait, non, ça colle pas. Si tu veux étudier, alors étudie. Si tu veux prouver des choses, alors là, oui, effectivement, on comprend que tu filmes. Mais d'après ce qu'on voit, tu as l'air plus intéressé par ce que ton téléphone est en train de filmer plutôt que ce que dit le professeur. D'écriture qu'elle doit dupliquer. Si vous prenez un humain et que vous lui demandez de réécrire un livre, il y aura plus d'erreurs que pour la polymérase. Toutes les copistes du Moyen-Âge en Europe qui réécrivaient de façon manuscrite les livres avant l'imprimerie faisaient plus d'erreurs que la polymérase, on est d'accord, mais elles l'ont fait. Et donc, les mutations, elles arrivent comment? Avec les erreurs. Hein? Avec les erreurs. Avec les erreurs? Oui, c'est les erreurs, mais elles arrivent de façon aléatoire, stochastique, complètement au hasard. Il y a une lettre au hasard qui change à tel endroit, qui change à tel endroit, qui change à tel endroit. La plupart du temps, ça ne change pas. Décidément, dès qu'il y a des échéances un petit peu politiques, des destitutions, des élections, Olive Olive, il est très actif. Et là, il a fait une vidéo pour expliquer pourquoi il n'aimait pas la France Insoumise. Pour lui, la France Insoumise, c'est un parti raciste. Il faut savoir que la France Insoumise, ce n'est pas un mouvement de gauche. Quand vous crachez sur la France Insoumise, vous divisez. Non. La France Insoumise est un mouvement raciste, anti-patriotique. C'est quand même pas compliqué à comprendre. La France Insoumise, c'est un mouvement, si vous vous déplacez dans leurs manifestations avec un drapeau français, vous vous faites tabasser. Vous vous faites insulter de raciste. Parce que pour la France Insoumise, quand tu aimes le drapeau français bleu, blanc, rouge, tu es un raciste. Pour la France Insoumise, quand tu es un patriote français qui défend les valeurs de la France, tu es un raciste. Donc la France Insoumise n'a strictement rien à voir avec la gauche. Que ça soit bien clair. Quand je vois un mec comme Mélenchon qui dit qu'il faut désarmer la police, vous avez vu à chaque événement, vous avez vu ce qui se passe dans notre pays? On est dans un climat d'insécurité totale aujourd'hui. Donc, non, j'irai jamais plus marcher avec ces gens-là. Et je crois que la majorité des Français non plus. Mais ne lâchez pas le 10 septembre. Ne lâchez pas cette date que vous allez faire pour vous. Et faites les choses, vous, correctement. Et je vous le répète, ils vont se tirer une balle dans le pied. Il suffira tout simplement de faire voir qui est pour le désordre et qui est pour l'ordre, cet ordre qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'un mouvement qui touche fort le gouvernement, l'économie, sans rien péter, sans rien broyer. C'est ça qui est important. J'aime bien parce que lorsque j'ai fait la vidéo sur Olive Olive, il y a tous ces supporters qui sont venus en commentaire en me disant « Ouais, tu fais quoi pour la France? Tu comprends rien, nani nana. » Et en fait, plus le temps passe, et plus on voit que ce que je disais dans la vidéo est en train de se passer. Je vous rappelle qu'on parle d'un mec qui est censé être apolitique et sans étiquette. Et plus le temps passe, plus on voit que politiquement, il s'engage petit à petit. En fait, le rejet de l'un, l'acceptation de l'autre, en fait, c'est de l'engagement, tout simplement. Le plateau de CNews, Pascal Praud et compagnie ont appris une nouvelle qui les a bouleversés. Je vais vous faire écouter un sujet où, dans le nord de la France, on apprend aux jeunes gens... Des mots d'argot en arabe. Exactement. Ils savent même pas parler français, mais on leur apprend des mots, effectivement. Un collège du nord de la France intègre l'étude de la culture orientale, pourquoi pas d'ailleurs dans ces cours de français, ce qui suscite l'indignation de certains parents. Mais on demande aux enfants d'écrire de droite à gauche comme en arabe. Je vous assure, c'est quand vous parliez de monde parallèle, qu'on étudie la culture orientale, pourquoi pas, mais ils ont déjà du mal à écrire convenablement
Et on leur apprend le parler jeune dans l'école, voilà et wesh, paraît-il. Le parler jeune, mais l'école, c'est dans la rue, ils vont apprendre ça. C'est pas l'école, c'est pas fait pour ça. Mais et puis Pascal, mais bon. je peux dire un mot parce que tout ça, c'est vraiment Camille. On voit le sujet d'abord. Oui, d'accord. On voit le sujet d'abord et vous réagissez. Merci. On voit le sujet d'abord parce que j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Dans un petit village de 1500 habitants dans le nord de la France, un parent d'élève découvre le cours de français de sa fille de 13 ans, intitulé « À la découverte des traces de la culture orientale sur notre culture française ». Dans ce cours, des exercices où il faut notamment écrire à l'envers ou encore trouver la définition de mots arabes, des mots utilisés de plus en plus dans le langage courant chez les jeunes. Il y a des langages qui sont prohibés à la maison, comme Wallah, Wesh, Chétan. Et quand je vois aujourd'hui que l'éducation, donc l'endroit où on confie nos enfants pour les élever, on leur apprend ces mots-là, moi ça me met dans une situation désastreuse. Déjà qu'ils apprennent à écrire correctement à l'endroit et sans faute. Selon le ministère de l'Éducation, ce cours est bien au programme et permet aux élèves de découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère. Pour ce syndicat, cet enseignement a également d'autres avantages. Ça fait partie d'ailleurs aussi du programme, le niveau de langue soutenue, le niveau de langue courant, le niveau de langue familier, même le niveau de langue vulgaire. On doit apprendre à faire distinguer à nos élèves pour montrer qu'on ne parle pas de la même façon avec les mêmes personnes au même endroit. Le père de famille a quant à lui écrit à la direction du collège, mais aussi à la professeure de français, afin d'exprimer son incompréhension et son indignation face à ce choix pédagogique. Aujourd'hui, c'était donc l'opération Bloquons tout, sauf que le problème, c'est en train de se transformer en Cassons tout. La faute à une poignée de personnes qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment compris l'intérêt du mouvement. On y va, on y va. Allez, libère ta voix. Il est dans les instants. C'est symbolique en fait d'être ici. Nous, le message qu'on veut faire passer, c'est arrêter de donner des aides publiques, notamment aux entreprises qui licencient, et de réinjecter ça pour que la population vive le mieux possible. Il y avait un agent immobilier qui avait agressé Rima Hassan. Il l'avait insulté, ça avait mal fini pour lui, il avait été viré. Sachez qu'il y a une situation qui pourrait se terminer comme ça. Alors en fait, il y avait une femme dans la rue qui a commencé à s'en prendre à une autre personne en tenant des propos très durs concernant la Palestine. À l'autre chose, la Palestine, pense que t'es la ville. Nique ta mère, avec ta Palestine de merde, espérons qu'ils crèvent. Espérons qu'ils crèvent tous. Espérons qu'ils crèvent. Qu'ils crèvent. Enlève mon téléphone. Enlève ton téléphone, vas-y, casse-toi. Moi, je crève avec Le problème, c'est que ça va très vite. Elle est à visage découvert. Il y a des gens qui l'ont reconnue et qui ont dit où elle travaillait. Alors pour l'instant, pas de news à ce niveau-là, mais pas sûr que l'entreprise pour laquelle elle travaille apprécie cette sortie qui est certes privée, mais qui va avoir sûrement des répercussions pour leur business. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où hier je sortis une première partie sur Hakim Ben Othman. Est-ce un génie? Est-ce un mytho? Je vous laisse aller voir la première partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Léger comme le houmous,
tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse.